Il est 8h35 et notre entretien d'embauche ce matin, le dernier puisque nous sommes à 2 jours du vote, notre entretien d'embauche nous permet de recevoir Benoît Hamon. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Première partie, l'actualité, et nous allons revenir sur ce qui s'est passé bien sûr hier soir sur les Champs-Élysées, et seconde partie, un peu plus personnelle sur votre programme et sur vous-même, Benoît Hamon. Attentat hier soir, un homme seul, apparemment seul, qui tire sur des policiers, et un homme qui a pris pour cible les policiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris pour cible l'État, il a pris pour cible la nation française. Oui, il a pris pour cible ce que nous sommes, la République, la démocratie, notre manière de vivre ensemble d'ailleurs, c'est-à-dire tous ceux qu'il déteste. Finalement, tout ce que ces fanatiques veulent faire exploser. Le fait qu'en France, on puisse, quelle que soit sa religion, avec une religion ou sans religion, quelle que soit son opinion, construire, fabriquer du commun. C'est ce que nous faisons, malgré les temps de crise, malgré les difficultés, malgré le fait que parfois nous sommes projetés les uns contre les autres. Faut se souvenir qu'on vit quand même depuis maintenant 2 ans une épreuve, le peuple français, qui sur le sol français est la plus intense, la plus violente depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en dépit de cela, il y a quand même une résilience, une résistance du peuple français qui est remarquable, une unité malgré tout, même si elle a été mise à mal, parce d'ailleurs parfois par la classe politique elle-même, cette unité. Mais elle reste là et fondamentalement ce que veulent ces terroristes, au-delà du fait de tuer, de frapper, avec une haine absolument insupportable, ce qu'ils veulent, c'est nous abattre, et nous abattre collectivement, ce que nous sommes. Et moi, je voudrais dire, j'ai appris hier soir, au cours du débat, cet attentat, juste avant de rentrer d'ailleurs sur le plateau, avec des informations qui n'étaient pas encore confirmées, mais je voudrais vraiment dire qu'à ces policiers, je veux le dire, moi je les vois, ils m'entourent, ils me protègent. Et je sais les risques qu'ils prennent. Ils me protègent comme ils protègent des sites publics, comme ils protègent les Français, et ils nous protègent, et en même temps, parce qu'ils nous protègent, ils sont devenus des cibles. Et il faut à la fois, et c'est la leçon pour demain, mais tout le monde le dit, et c'est pour ça que moi je ne rentrerai pas dans des polémiques politiques là-dessus, renforcer leurs moyens, leurs équipements, leur propre protection, et nous, Français, les chérir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le bouclier qui nous protège et qui font d'eux des cibles. Et la meilleure manière de chérir ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, c'est aussi notre unité. Et c'est surtout ne pas offrir aux terroristes du pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, moi d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, j'aménage ma campagne aujourd'hui, mais je parle... J'allais vous en parler. J'allais vous en parler, Benoît Hamon, mais l'objectif était clair. Alors, un homme seul, une revendication qui est encore un peu incertaine, un objectif donc la police, un objectif peser sur la campagne présidentielle, sur le premier tour. Tous les symboles sont réunis. Des hommes en uniforme qui aujourd'hui assurent notre sécurité, donc les représentants de la République sur les Champs-Élysées. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il y a clairement la volonté de prendre le pouvoir sur nous et de prendre le pouvoir dans nos têtes, parce que le terrorisme a un double objectif: frapper, tuer. Et à travers la sidération et l'horreur que ça suscite chez nous, c'est prendre le pouvoir sur nos existences. Et c'est ça qui est aujourd'hui leur objectif. Alors que dites-vous aux électeurs qui iront dimanche dans les urnes ? Mais justement qu'ils sont bien plus forts que cela, bien plus forts que cela. Il faut, et ils l'ont prouvé, et c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, la démocratie, elle ne peut pas s'arrêter, être empêchée par un acte terroriste, parce que c'est cela qu'ils visent. Et le débat démocratique ira jusqu'au bout, au bout de la journée, évidemment aujourd'hui, avec des mots qui seront sans doute différents, avec une attention particulière aux questions qui nous sont posées sur notre sécurité, même si fondamentalement aujourd'hui le débat politique porte moins sur les moyens, puisque nous sommes tous favorables au renforcement des moyens, à la fois du renseignement, peut-être pas du renseignement territorial, moi j'y suis favorable, mais de la police, de la justice, des moyens de coopération au niveau européen. Il y a là-dessus, à l'évidence, besoin de poursuivre l'effort qui avait été engagé. Donc, mais ce que je veux dire, qui est important, c'est que devant un acte comme celui-là, rien ne serait pire à mes yeux
La récupération politique? Alors la récupération politique, évidemment. Elle a commencé ou pas, vous? Non. Pour être très honnête, oui. je sais pas rentrer dans les détails des réseaux sociaux où j'imagine qu'elle existe, comme elle existe dans toute société un peu malade. Et la société française, elle est, on le sait, qu'elle est aussi assez malade, parce que regardons-la en face, il y a des Français qui disent on n'est plus chez nous, il y a des Français qui disent on n'y sera jamais chez nous, vous voyez, où il y a toujours des gens pour attiser ces oppositions. Et moi ce que je veux dire, c'est que dans un moment comme celui-là, je ne vois pas de bien plus précieux. Notre joyau, c'est notre résistance, et ce que nous sommes. Benoît Hamon, vous avez choisi, vous êtes venu ici, tout à fait comme tous les candidats. Vous allez terminer cette campagne ce soir. Vous avez un peu modifié votre dernière journée de. Je n'ai gardé qu'un événement, un seul événement. Je serai à Carmos, sans décor particulier. Je parlerai sous la statue de Jaurès. Pourquoi? D'abord parce qu'il portait un idéal démocratique puissant, qu'il était un républicain immense et qu'il était un homme de paix. Et que je crois qu'il faut pouvoir parler de la République, non pas à l'ombre, mais à la lumière de ce qu'a été le personnage immense de Jaurès, parce que c'est ça aussi notre patrimoine commun. J'aurai une parole qui sera consacrée évidemment à rendre hommage aux policiers, mais à dire, voilà, que l'essentiel pour nous, c'est la République et la démocratie, et qu'il ne faut surtout pas leur offrir ce cadeau incroyable d'arrêter de parler de la démocratie et de la République. Justement, c'est ce que vous avez dit, j'allais rebondir. Celles et ceux qui font campagne sur ces questions de terrorisme en laissant entendre d'une manière ou d'une autre qu'il pourrait y avoir un risque zéro sont des imposteurs. Oui, je l'avais dit, parce que à l'évidence, ça n'existe pas. Vous l'avez vu en Russie, les attentats ont lieu alors que ce pays est considérablement restreint les libertés publiques, les libertés de circulation. On le voit en France aujourd'hui. Ceux qui nous frappent, d'abord, sont des hommes ou des femmes rompus à l'art de la dissimulation. Ils veulent nous frapper, et donc il est, en dépit des remarquables résultats de la police, du renseignement, ce risque zéro, il n'existe pas, parce qu'ils s'adaptent souvent à la menace, ou en tout cas, leur menace s'adapte à nos protections. Et dans les faits, non. Voilà, ceux qui disent cela, qui disent, écoutez, vous vous rendez compte qu'il y en a qui, je crois que Marine Le Pen l'avait dit, si j'avais été présidente, le Bataclan, Nice n'aurait pas eu lieu. Comment peut-on dire, comment peut-on dire une chose pareille? Qui peut croire cela sérieusement? Qui peut croire demain que quelqu'un qui ose dire cela puisse être un personnage dont on souhaite qu'elle soit présidente de la République? Faut imaginer qu'on puisse oser dire cela. Non, personne ne peut tout à fait dire ou empêcher qu'un jour un fou décide, parce qu'il porte une arme, de tuer des policiers dans tous les cas, là, dans l'affaire des deux hommes qui ont été arrêtés en début de semaine, et dans cette affaire hier soir, l'état d'urgence a été efficace, Benoît Hamon. Ce sont pas les mesures de l'état d'urgence qui sont efficaces là, en l'occurrence. Parce que vous avez dit quand même, l'état d'urgence, s'il apparaît comme symbolique, oui, je le remettrai en cause. Il n'y a rien de symbolique. Mais objectivement, la question, l'état d'urgence sont quoi? Ce sont des mesures qui permettent de faire des perquisitions administratives, là où auparavant c'était sous l'autorisation d'un juge. En l'occurrence aujourd'hui, la question est moins le symbole de l'état d'urgence que de savoir si la police dispose des moyens. Elle a aujourd'hui. Qu'on a fait une perquisition pour pouvoir arrêter les deux hommes qui ont été arrêtés mardi. Mais moi je nie pas cela. Aujourd'hui nous avons des possibilités, notamment par la loi, je rappelle, la loi renseignement et la loi terrorisme, qui ont largement musclé, renforcé les capacités qui sont celles de nos forces de sécurité et du renseignement d'agir. Mais je pense que là encore, ce sont les moyens qui doivent être consacrés au renseignement et à la lutte contre l'islam radical qui me semblent être les priorités que nous devons adopter. Pourquoi? Parce que qui ne voit pas que depuis qu'on a supprimé ce fameux renseignement humain qui était le renseignement territorial, des hommes, des femmes qui étaient rompus justement au fait de connaître, d'infiltrer des réseaux terroristes et qui disposaient d'informations, des informations qui sont indispensables pour compléter celles du renseignement technologique. On fera pas tout par le renseignement technologique. Il nous aide considérablement, mais encore faut-il avoir les personnes pour exploiter le renseignement technologique. Donc aujourd'hui, ce sont aussi des besoins en termes d'effectifs dont nous avons besoin, de mieux mailler le territoire,
territoire et d'organiser des coopérations entre nos services de renseignement qui soient beaucoup plus solides qu'elles ne le sont parfois, et avec le renseignement européen, c'est-à-dire les autres agences européennes de renseignement. Voilà des priorités que moi j'endosse. Mais là encore, sur ces questions-là, je dis à ceux qui vous écoutent, la surenchère... Je la trouve sordide sur ces questions-là. Je la trouve sordide. Il faut regarder ces événements avec clairvoyance, qui nous frappe, avec détermination et résolution. Nous les frapperons en retour. Il n'y aura aucun crime impuni et nous mettrons tout en œuvre, la République, pour le faire. Mais arrêtez de parler là-dessus. Arrêtez de vouloir s'attirer à soi les bonnes faveurs de l'électorat qui fera le numéro le plus autoritaire qui soit. Je trouve cela, sordide. Conseil de défense qui vient de se terminer. On attend la déclaration de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. Nous allons évidemment la diffuser à la fois sur RMC et sur BFM TV. Bien, parlons politique maintenant. Vous y croyez encore? Oui. Oui, on vous pose 10 fois la question, j'imagine, en ce moment. C'est pour ça que je réponds à chaque fois oui, d'ailleurs. Oui. Bon, il va falloir dépasser 3 candidats, quand même. Hein. Oui, mais écoutez... Vous savez, j'ai frappé par la place de la démocratie d'opinion. On demande aux électeurs finalement de quoi? D'être des stratèges maintenant? Faire de la tactique? En fonction de ce que donnent les sondages? Vous avez été interrogé par un sondage, vous? Non. Bon, il y a les millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui vous regardent. Interrogés sur Internet, d'ailleurs, maintenant. D'accord. Ils ne sont pas interrogés, donc ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Et les sondages se sont rarement trompés, quand même, avant les élections présidentielles. Je les connais bien, ils se sont déjà trompés plusieurs fois, notamment Lionel Jospin et... Oui, sauf qu'ils se sont trompés d'un point ou d'un point et demi. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est pas tant cela, ce que moi je veux vous dire. Est-ce qu'ils vont se tromper ou pas? La question c'est, est-ce qu'on doit faire en fonction de ce qu'ils nous disent? Parce qu'aujourd'hui, les électeurs font en fonction de cela. Ils regardent les sondages et font de la tactique, parfois en disant comment je place celui-là pour éviter celui-là. Moi, je leur dis, à un moment... Mais ils ont le droit aussi. Mais ils ont le droit de réfléchir à leur avenir. De réfléchir au second tour, de réfléchir. Ils ont le droit. Monsieur Bourdin, on a le droit de faire la tactique, on a le droit de s'intéresser à sa vie et au programme. Et on observe quoi? Que quand on rentre un peu plus dans le détail des programmes, il y a quand même des vraies zones de flou dans le programme de plusieurs candidats. Et que, une fois l'élection présidentielle terminée, il y aura 5 ans. 5 ans d'exercice du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On fait de la tactique, on vote par défaut, on choisit le meilleur acteur, celui qui a eu les meilleures réparties, celui qui est dans la société du spectacle s'en est le mieux tiré, ou celui qui pourrait être un bon président de la République. C'est-à-dire soucieux de l'intérêt général, mais je ne vais même pas au-delà de l'intérêt général. Celui qui s'est préoccupé objectivement de nos conditions de vie, des transformations que vit la France. Je crois que je l'ai fait, avec beaucoup d'exigences, avec une éthique en parlant à l'intelligence et à la raison des Français. Moi, j'ai pas cherché à jouer sur les pulsions, les émotions, à faire l'acteur. Tout le monde. Mais vous pensez à qui? Qui est cet acteur caché, acteurs, mystérieux, là, dont vous parlez? Ces acteurs. Ces acteurs aujourd'hui. Oui. Qui sont ces acteurs? mais toutes celles et ceux aujourd'hui dont on peut les 4 autres qui sont devant vous? Peu importe. Ce que je crois, c'est que nous sommes. Mais non, mais je vous le dis, puisque nous sommes ici à la télévision. Oui. C'est la société du spectacle. Oui. Et la société du spectacle... Mais c'est quoi la société du spectacle? C'est quoi? C'est des hologrammes? C'est Monsieur Bourdin, c'est quand on demande justement... je ne sais pas, moi, un château, c'est... je ne sais pas, c'est quoi la société du spectacle? La société du spectacle, c'est quand une élection présidentielle se résume à quoi? À la performance de candidats devant la télévision. Quand au bout du compte, on se souviendra qu'on a eu très peu de débats entre nous. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans une société où des candidats préfèrent ne pas débattre, préfèrent demander quels journalistes les interrogeront, quelles questions seront posées, et ne veulent pas se mettre dans cette situation d'inconfort. Je reconnais qu'elle est parfois inconfortable, qui consiste à aller devant les électeurs, devant d'autres candidats, des candidats qui vous disent « mais attention, je ne suis pas d'accord avec cela », etc. Ça, c'est le débat démocratique. Moi, je ne l'ai jamais refusé. Et quand je le dis, je ne l'ai jamais refusé, je n'ai pas non plus voulu que ma campagne présidentielle, ce soit une succession de grands meetings. Qu'est-ce que sont les grands meetings? Des messes. Des messes dans lesquelles nous parlons. Ce sont des moments dans lesquels, objectivement, on en tire de la satisfaction, parce qu'on est applaudi, qu'on y tire même du bonheur. Mais au bout du compte... Convaincre les foules. Oui, mais les foules, derrière les foules, il y a des gens. Dangereux. Et des gens, il y a... Dangereux de convaincre non, mais ça ne peut pas se résumer à cela. Et ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a la complexité des gens. Vous savez, j'ai fait les quartiers populaires de plusieurs villes. Mais quand je dis les quartiers populaires, là où personne n'a été. J'ai été à Villiers-le-Bel, à Sarcelles, à l'Île-Saint-Denis.
J'ai été à la Courneuve, j'ai été à Villeurbanne, j'ai été à Vaux-en-Velin, j'ai été dans la cité aux Isards à Toulouse, j'ai été à Bassaux à Angoulême, où, objectivement, les citoyens vous mettent dans cette zone d'inconfort. Ils vous disent « Mais François Hollande n'a pas fait ci, mais pourquoi n'avez-vous pas dit cela? Votre programme sur le revenu universel, nous aimerions que vous l'expliquiez. » Je ne me contente pas, moi, je ne me contente pas d'un moment où je parle aux foules et ça se résume à cela. Oui, mais pardon, Benoît Hamon, votre revenu universel, je vais y revenir. Non, mais c'est pas. Ça fait 3 mois que vous essayez de l'expliquer. Oui, et qu'apparemment on ne vous écoute pas. Oui, bon, alors nous y reviendrons. Moi, à la différence de quelques-uns et avec un peu d'exigence pour tout le monde, moi on m'a demandé 100 fois l'explication sur le revenu universel. 100 fois je l'ai expliqué. Oui, j'observe qu'il y a des programmes à 200 milliards ou des programmes à 150 milliards sur lesquels tout passe et on serre les plats. Moi, j'ai motivé, j'ai financé mon programme à l'euro près, sans un prélèvement supplémentaire sur les Français. Quel est l'autre candidat? On va faire un test, tiens. Entretien d'embauche dans le sens inverse. Quel est l'autre candidat qui propose une mesure qui va être une mesure qui augmente la feuille de paye pour 19 millions de salariés, à l'exception de mon programme? Qui propose ça? Ah non, mais moi entretien d'embauche, monsieur Bourdin. Non, vous allez faire. Mais oui, pourquoi pas? Ah bah oui, mais moi j'inverse. Personne, monsieur Bourdin. Pourquoi je vous pose la question? Parce que personne. Parce que ce sont les auditeurs et les téléspectateurs. Oui, mais moi, ce sont les électeurs qui choisiront pour moi. Bah oui, justement, ils sont là pour vous regarder ou pour vous écouter. Oui, mais j'ai le droit d'inverser. François Hollande, par exemple, qui se vante de laisser le pays en meilleur état qu'en 2012. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Mais sur certains points en matière d'éducation, à l'évidence, oui. On avait une situation globalement. Mais globalement. Vous dites ça en matière d'éducation parce que vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Globalement, il y a le chômage a un peu baissé, la pauvreté est stabilisée. Bon, les inégalités, c'est difficile à percevoir. Globalement, d'où vient la déception? Donc, globalement, vous dites que le bilan est bon? Non, arrêtez ça. Je vais aller au bout de mon raisonnement, justement. Je le dis aujourd'hui, d'où vient la déception? Du sentiment, justement, que ce bilan n'est pas assez bon et qu'il aurait pu être bien meilleur si nous avions fait d'autres choix politiques. C'est de cela que vient la déception à gauche. Sinon, honnêtement, qui serait à ma place là? François Hollande. Mais qui serait encore à ma place s'il n'avait pas été? Manuel Valls. Donc voilà. Donc le bilan n'est pas bon, quoi. Non, mais globalement, en tout cas, les Français veulent autre chose. Et c'est pas sur un bilan. Donc vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande? Non, mais arrêtez de jouer ce jeu-là. Mais attendez, lui il dit que le bilan est bon. Moi, je vous dis que c'est pas le sujet. Moi, c'est mon projet. Les Français l'ont condamné, le bilan de François Hollande, puisqu'il n'est pas candidat. Moi, c'est mon projet qui est c'est votre projet. Bon, est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à convaincre Jean-Luc Mélenchon de vous rejoindre ou de trouver un terrain d'alliance, je dirais? Mais on n'a pas mis, il n'y a pas eu de... Non. Vous avez roulé dans la farine, Mélenchon, ou pas? Mais non, vous savez, on est dans un moment politique où, justement, moi, j'ai convoqué souvent l'étymologie. D'autres aiment bien la grammaire, moi j'aime bien l'étymologie. Vous savez, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est en crise dans ce pays. Mais si, normalement, ça devrait s'arrêter. Une crise, c'est pas fait pour durer. Presque, j'ai l'impression 40 ans qu'on est en crise. Et donc, crise, il y a une double étymologie. Il y a une étymologie latine, crisis, qui évoque une forme de maladie. Le pays, il est malade. Économiquement, ça va pas. Socialement, on ne réduit pas le chômage. Démocratiquement, les Français ont l'impression d'avoir plus de pouvoir et d'avoir une classe politique qui jouit de privilèges considérables. Et on voit quoi? Qu'en matière écologique, le réchauffement climatique, il peut être irréversible si nous ne prenons pas les bonnes décisions maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, posons-nous la question et regardons les projets. Est-ce que nos enfants, s'ils sont 100 fois plus responsables, auront la possibilité de revenir, eux, sur le monde que nous allons leur laisser si nous ne prenons pas nous? Il y a d'autres candidats qui défendent l'écologie. Oui, mais si vous défendez l'écologie en sortant de l'Europe, je vois pas bien comment vous allez engager la transition écologique. Vous croyez que l'économie française toute seule qui organise sa conversion, ça va suffire à inverser ce qui est aujourd'hui le réchauffement de la planète? Non, il faut, à l'échelle d'un État-continent, l'Europe, engager cela. C'est la raison pour laquelle moi je vois une contradiction dans le projet de Jean-Luc Mélenchon entre le fait qu'il se dise écologiste, je n'en doute pas, mais qu'il prépare la sortie de l'Europe, je ne vois pas comment son engagement écologiste pourra se réaliser en dehors de l'Europe. Je reviens à la crise, l'assaut, au sens latin. Mais la crise, l'étymologie en grec, crisis aussi, avec un K cette fois-ci, c'est le jugement. C'est le moment où on doit prendre une décision. Eh bien, le 23 avril, là, les Français doivent prendre une décision sur ce qui va se passer pendant 5 ans. Pourquoi j'évoquais l'écologie? Si vous ne prenez pas les bons choix, vos enfants, le monde dont ils hériteront, peut-être que même si eux, ils décidaient démocratiquement de vouloir être plus responsables que vous,
les changements seraient si irréversibles qu'ils ne pourraient rien. Eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui, il me semble qu'il faut s'adresser à la raison, à l'intelligence collective, et pas simplement faire un numéro de claquettes sur les télévisions. Jean-Luc Mélenchon, puis on va écouter Bernard Cazeneuve. Vous avez dit, Jean-Luc Mélenchon, un président qui serait fasciné par Poutine, un tyran, et complice d'Assad. J'ai pas dit Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit qu'il y a des dirigeants. Non, mais pardon. C'était pas Jean-Luc Mélenchon qui était visé. Je pense que François Fillon est quand même bien lié aujourd'hui à Poutine. Je dis simplement que ceux qui se revendiquent démocrates, mais sont fascinés par des régimes qui sont de type de plus en plus autoritaire. Alors, disons ce que fait Poutine. Il protège Kadyrov, monsieur Kadyrov, en Tchétchénie, qui déporte les homosexuels. On accepte ça? Monsieur Poutine, il veut renégocier les frontières. Vous voulez qu'on renégocie les frontières avec les pays baltes? Il y a eu 10 000 morts en Ukraine. Depuis quand on se plie au Kremlin et à ses exigences? Si la France a un héritage gaulliste et mitterrandien, et qu'elle tient à distance et les États-Unis et la Russie, elle résiste aux prétentions territoriales de la Russie. Elle ne dit pas dans l'Europe, écoutez, nous sommes d'accord, moi je n'appartiens pas à l'amicale du Kremlin. Et je ne jouerai pas l'Europe à la roulette russe. C'est pas les Russes qui vont déterminer demain ce que sera le projet européen. Pardon, je suis indépendant, je suis libre, je suis dans la tradition qui est celle de la diplomatie et de la politique étrangère française. Bien, nous écouterons peut-être Bernard Cazeneuve après. On va passer un peu de pub. La deuxième partie, nous allons revenir sur votre programme à travers votre personnalité. Benoît Hamon est notre invité ce matin. Son entretien d'embauche sur RMC, BFM TV. À tout de suite. BFM TV, la chaîne présidentielle.